Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. L'expert comptable, c'est quand même aujourd'hui le conseiller de l'entreprise le plus polyvalent, le plus multidisciplinaire, qui a souvent quand même une vision qu'on peut qualifier de vision à 360 degrés, parce qu'on intervient sur des domaines très variés. Il y a la fiscalité, effectivement, mais il y a aussi la gestion, il y a la partie sociale, il y a le juridique, il peut y avoir la partie patrimoniale aussi. Une désorganisation administrative peut être vraiment très dangereuse pour l'entreprise. C'est vraiment un travail d'équipe tous ensemble pour arriver à ce que justement la comptabilité ne serve pas qu'à produire des documents fiscaux, que ça serve à analyser la performance financière, que ça serve à prendre des décisions stratégiques, que le client puisse optimiser ses ressources. On a plein de sujets sur lesquels on va pouvoir aiguiller le client. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Raphaëlle Rocher, expert comptable. Elle est la fondatrice et dirigeante du cabinet CRCF, basé à Montpellier et créé depuis 2009. Grâce à son approche innovante et ses services dématérialisés, elle accompagne les chefs d'entreprise dans leurs projets professionnels et personnels. Elle les libère des contraintes administratives, leur permettant de se concentrer sur le développement de leur entreprise. Écoute Raphaëlle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de t'accueillir en fait dans ce podcast Place à l'expert comptable. Donc justement, moi j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils pour améliorer notre relation avec notre expert comptable. En effet, l'expert comptable est souvent catégorisé comme la personne qui gère ma comptabilité, qui fait la TVA et qui fait aussi le bilan de fin d'année. Souvent même on l'appelle mon comptable. Mais bonne nouvelle, l'expert comptable va bien plus loin que les chiffres. Et c'est à partir justement de ces chiffres qu'il pourra nous accompagner dans le développement de nos entreprises. L'objectif de cet épisode est de nous donner une nouvelle organisation, de nouveaux process à adopter avec notre expert comptable pour pouvoir passer à cette nouvelle étape. Quelle est cette nouvelle étape ? Si je te dis tableau de bord, prévisionnel, gestion de trésorerie, rentabilité, marge, prise des décisions, et sincèrement, j'en passe. Comme tu l'as compris, Raphaëlle, on a besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Tu l'as vraiment dit en introduction, Rudy. Je pense qu'effectivement, l'expert comptable est souvent vu comme un producteur de documents fiscaux qui est là pour la gestion des obligations légales de ses clients, la TVA, les liasses fiscales, les délais. On est souvent un petit peu réduit à cette image-là. Et moi, ce que j'aimerais au travers de cet épisode, c'est de changer un maximum cette image et d'ouvrir les yeux, si possible, à ceux qui ne les ont pas encore ouverts. Et de faire comprendre que l'expert comptable, c'est quand même aujourd'hui le conseiller de l'entreprise le plus polyvalent, le plus multidisciplinaire, qui a souvent quand même une vision qu'on peut qualifier de vision à 360 degrés, parce qu'on intervient sur des domaines très variés. Il y a la fiscalité, effectivement, mais il y a aussi la gestion, il y a la partie sociale, il y a le juridique, il peut y avoir la partie patrimoniale aussi. C'est des choses qu'on peut faire aussi en interprofessionnalité, évidemment, avec des avocats, des notaires, des gestionnaires de patrimoine. Mais cette vision 360, je pense qu'elle nous est quand même réservée et ça peut nous permettre d'aiguiller nos clients sur des choix stratégiques, sur des directions à prendre, que ça soit pour leur entreprise, mais que ça soit aussi d'un point de vue plus global pour leur chemin de vie, pour leur patrimoine, pour leur transmission. Voilà, c'est en ce sens que j'aimerais échanger avec vous pour vous dire comment on peut améliorer cette relation expert comptable client, de façon à ce que l'expert comptable soit en mesure de faire du conseil, parce que on a une information financière qui tient la route, qui est à jour en temps réel, et on n'est pas en train de courir sans arrêt après l'information. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée.
Ok. Et j'avais l'impression que c'est un métier quand même qui est aussi en pas mal évolution depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'avant, on avait cette image que l'expert comptable, c'était un petit peu, en fait, son job, c'était la partie réglementaire que l'État lui a imposée pour que les sociétés soient au carré. Et à partir de là, on avait l'impression que l'expert comptable d'hier, ou on va dire l'expert comptable d'hier, son client, c'était l'administration française. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'expert comptable de demain, qui arrive là maintenant sur le marché, son client, c'est plus l'administration française, même si, ok, il doit rendre des comptes, etc., ceci, cela. Mais par contre, son client, ça devient vraiment l'entreprise. Et c'est vraiment vers lui, en fait, qu'il souhaite l'accompagner dans son développement. Est-ce que je me trompe? Moi, j'ai l'impression que ça fait un petit moment quand même qu'on est dans cette orientation-là, que l'expert comptable dont tu parles, moi j'ai 40, un peu plus de 40 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. En tout cas, mon ADN depuis 16 ans que j'ai créé le cabinet, c'est d'être au service des clients. Et je pense qu'on est quand même nombreux à aller dans cette orientation-là. Mais pour aller dans cette orientation-là, évidemment, il faut aussi avoir des clients réceptifs. Donc ça veut dire que il faut bien comprendre que l'expert comptable et plus généralement le cabinet comptable, parce que on parle de l'expert comptable, mais on n'est pas tout seul dans nos entreprises, enfin rarement en tout cas. Et donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe tous ensemble pour arriver à ce que justement la comptabilité ne serve pas qu'à produire des documents fiscaux, que ça serve à analyser la performance financière, que ça serve à prendre des décisions stratégiques, que le client puisse optimiser ses ressources. On a plein de sujets sur lesquels on va pouvoir aiguiller le client, mais en ayant une base de données solide. Donc, il faut forcément avoir une comptabilité propre, qu'on sort à peu près dans des délais raisonnables, parce que on a souvent le schéma du bilan qui sort des fois 4-5 mois après la date de clôture. Et en réalité, quand on en est dans ce référentiel-là, alors c'est sûr qu'on analyse quand même la performance, on peut quand même, au moment de la présentation du bilan, aiguiller le client, mais il y a en termes de temporalité, la prise de décision, elle va être très très lente et différée par rapport à l'enchaînement des événements dans l'entreprise. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que le client soit discipliné dans son côté administratif et qu'il développe des nouveaux process de communication avec son expert comptable. Ça, c'est clairement la clé, c'est l'organisation administrative. Et effectivement, il y a 2 niveaux d'organisation. Il y a un niveau d'organisation interne et un niveau d'organisation avec le cabinet. Et la clé première, c'est l'organisation interne. Il faut qu'il y ait des procédures en interne pour qu'il y ait une transmission la plus exhaustive possible des pièces comptables. Et ce qui est difficile pour le chef d'entreprise, en fait, c'est que je parlais tout à l'heure de l'expert comptable multidisciplinaire. Le chef d'entreprise, lui, à son échelle, dans la TPE, parce qu'on est quand même, en tant qu'expert comptable, on accompagne principalement des TPE, PME. Le chef d'entreprise, il est multicasquette. Il a ce côté d'être chef d'entreprise, de gérer sa boîte. Il a le côté administratif, le côté commercial, le côté ressources humaines. Enfin, il est la relation client, fournisseur, etc. Donc, il est vraiment sur tous les fronts. Et force est de constater que le front administratif, c'est pas celui qui l'intéresse le plus. Et c'est vrai que ce n'est pas rare qu'il y aille à reculons. Sauf que une désorganisation administrative peut être vraiment très dangereuse pour l'entreprise. Moi, j'ai des clients que ça a vraiment mis en danger, qui ont pu être en liquidation, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Alors, évidemment, parce qu'il y avait des problèmes peut-être aussi de performance, etc. Mais en même temps, comment aurait-on pu l'aiguiller puisqu'on avait une comptabilité qui était totalement en vrac? C'est-à-dire qu'il manquait systématiquement chaque année des centaines de factures. C'était vraiment très 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 compliqué d'avoir les informations. Et d'ailleurs, c'est une typologie de clients qu'on a de plus en plus, qui achetaient beaucoup avec PayPal, en ligne, Amazon, etc. Plein de factures et donc en fait, il dégaine la carte bleue, mais il se dit pas, faut que je récupère la facture. Et en fait, si on le fait au moment M où on est en train de faire l'achat, de faire l'effort de récupérer la facture, ça va être beaucoup plus fluide que si on le fait quelques mois après et où là, ça va devenir de la spéléologie, pour arriver à trouver la pièce comptable qui va bien. Ouais, et surtout, juste que je rebondis sur ça, c'est que tu me dis s'il y a une centaine de factures, derrière, en fait, lui, il a aussi un impact par rapport à la TVA, parce que c'est des factures d'achat. Ah, mais complètement. Alors, il se trouve que c'était beaucoup d'achats
internationaux. Donc sur le coup, il y avait pas trop d'impact TVA. Mais par contre, en termes d'analyse, son bilan sortait systématiquement après la date limite. Enfin voilà, c'était très très compliqué d'arriver à réconcilier les choses et d'avoir une comptabilité vraiment propre. Donc l'organisation interne, elle est importante. Et je me dis en parlant que peut-être ça pourrait être une prestation qu'on pourrait mettre en place au cabinet. On vient de finir la période fiscale, on pourrait se dire comment aujourd'hui cibler les clients pour lesquels ça fonctionne pas bien, où on voit bien que tout le temps on a des problèmes pour obtenir les pièces, et peut-être leur proposer un accompagnement pour la mise en place en interne d'une organisation, pointer le relevé de banque. Enfin, c'est des choses. En fait, ça semble être du bon sens, mais peut-être qu'en le disant à nouveau, voilà, en l'expliquant, ce sera plus concret. Ouais, je connais des cabinets qui proposent quelques mois avant la clôture un webinaire pour expliquer les bonnes pratiques. Donc ça peut être aussi des idées en fait de communication que le cabinet peut faire à ses clients. Et après, comme tu dis aussi, tu as un autre niveau, c'est soit de la formation ou soit de l'accompagnement du service. Et après, je sais qu'il y a même des cabinets qui proposent la gestion complète des devis, des factures, un peu en full service, ça peut aussi arriver. Et donc, en fonction, je pense que ça sera intéressant d'identifier, comme tu dis, ses clients et de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent vraiment découvrir ce vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Tout à fait. Et puis on a de plus en plus, en termes de technologie, des outils qui vont nous permettre beaucoup plus d'instantanéité. C'est des outils alors qui évoluent avec le temps et qui évoluent aussi parce que on va vers la facture électronique qui est censée arriver en 2026, peut-être 2027. Et en fait, moi je vois l'arrivée de cette facture électronique comme une vraie aubaine pour le cabinet, mais surtout pour le client. Parce qu'en fait, la facture électronique, juste pour faire un petit peu le principe, parce que peut-être les chefs d'entreprise n'en ont pas encore vraiment entendu parler, il va y avoir en gros une information qui va être diffusée en temps réel lorsque le fournisseur va envoyer sa facture. Il va l'envoyer à son client, à l'administration fiscale et du coup à l'expert comptable qui va le recevoir en temps réel. Donc ça veut dire que tout ce temps passé de récolte des documents va être vraiment économisé pour le chef d'entreprise. Alors il y aura pas pour les petits tickets de carburant, etc. Ça va être pour des factures dans ce qu'on appelle le B2B entre entreprises. Mais déjà, tout ce volant-là de factures ne sera plus à nous transmettre. Donc, le gain de temps pour le client va être vraiment énorme. Et le gain de temps pour le cabinet, ça va être de plus courir après ces factures-là, puisqu'on les aura reçues directement. Et donc, on va pouvoir vraiment avoir encore plus de réactivité dans l'information qu'on va pouvoir donner. Ça va être beaucoup plus en temps réel. Oui, tu vas pouvoir alimenter le compte et donc ce qui va permettre de projeter en fait en termes de vision d'entreprise, quoi. Oui, et puis on va avoir de plus en plus d'outils aussi par lesquels le client va pouvoir voir en fait par exemple ce qu'il a payé, pas payé, parce qu'en fait justement dans la facture électronique, il va y avoir la notion d'envoi de la facture, mais la notion de paiement va également être récoltée. Donc ça veut dire que aussi dans tous ces éléments-là, ça va être plus fluide en termes de suivi et nos outils sont en train d'évoluer vers ça, pour donner plus de lisibilité aussi pour le client, sans forcément avoir besoin d'appeler son cabinet comptable pour savoir est-ce que j'ai payé ça ou de demander à sa secrétaire ou ces choses. Tout sera un petit peu en ligne directement sur des applications qui seront sur des sites internet, mais aussi sur des versions mobiles. Donc sans l'action en fait de l'entrepreneur, ça se fait de manière automatique. Exactement. Et il y aura probablement des possibilités dans pas mal d'outils de régler les fournisseurs. On va aller de plus en plus loin, je pense, dans l'accompagnement qu'on va pouvoir faire. Après, on est un petit peu dépendant de nos éditeurs, hein. Donc voilà, les choses évoluent et je pense que ça va vraiment évoluer positivement dans les quelques prochaines années. Donc les plateformes digitales, les outils, ça c'est une forme de communication avec le cabinet. Moi aujourd'hui, j'ai 70% de mes clients qui nous transmettent leurs éléments comptables par les plateformes web. Donc c'est-à-dire que le stéréotype de l'artisan qui vient avec sa boîte de chaussures, ça n'existe plus. Et on a effectivement quelques clients pour lesquels on va récupérer les documents et c'est nous qui les scannons, mais on traite forcément systématiquement la comptabilité avec l'image parce que même pour nous en cabinet, c'est un confort de travail qui est énorme, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, les applications, je prends mon smartphone, je scanne, comment dire, mon reçu de restaurant ou de carburant, et ça remonte directement dans votre compta, en fait, au bout du compte, et ça vous permet après, on va dire, d'analyser ces chiffres, quoi. Exactement. Donc c'est clair que ça, l'étape 1, c'est l'organisation administrative. Donc en interne, la transmission des éléments au cabinet comptable, de façon à ce qu'on puisse avoir une base de données, une comptabilité qui soit fiable. Et sur ça, est-ce que tu as un conseil à donner sur justement l'organisation? Est-ce que tu dis, calez-vous tous les semaines, une demi-heure, un quart d'heure pour faire un point sur tout ce que vous avez envoyé à votre expert comptable? Ou est-ce que c'est vraiment, comme tu disais, à l'instant T? Ou est-ce que c'est tous les mois? En fait, c'est quoi la fréquence en fait de cette organisation? Je crois honnêtement que ça, c'est très personnel en fonction de chaque dirigeant. Déjà, ça dépend aussi s'il y a du staff en interne pour faire l'administratif. Je pense qu'il faut que chacun le fasse dans une organisation qui est adaptée, parce qu'il y a des gens, enfin moi la première par exemple, quand je me mets dans mon agenda que toutes les semaines je vais faire ça, j'ai beaucoup de mal à tenir l'engagement que je me mets avec moi-même. Donc je pense qu'il faut que chacun trouve sa bonne organisation. Par contre, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible de documents. Après, je pense que il faut vraiment s'organiser quand on fait un achat, quand on est chef d'entreprise et qu'on fait un achat, il faut tout le temps avoir en tête qu'à un moment donné, il va falloir avoir la facture. Et donc, si on le gère pas à l'instant T, alors il y a des achats quand on est avec des fournisseurs où on est en compte, on a des paiements par traite ou on a des relevés de fin de mois. Il y a plein de fournisseurs avec lesquels ça peut être relativement fluide. Je pense que ce qui est plus compliqué, honnêtement, c'est les petits achats, les petits tickets, les achats sur Internet. Ça, c'est plus compliqué. Par exemple, un truc bête, mais ça, je pense que mes confrères et consoeurs doivent le dire. Quand vous faites beaucoup de trajets, prenez un badge autoroute au lieu d'avoir je ne sais combien de tickets d'autoroute. En plus, il peut y avoir des gratuités de trajet. Enfin, ça simplifie les choses pour tout le monde. Si vous faites beaucoup de plein de carburant, pareil, prendre une carte carburant. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence. Avoir un compte Amazon, vous avez votre compte Amazon perso, puis créer un compte Amazon Pro. Comme ça, il y a justement la notion de récupération des factures qui est un petit peu plus simplifiée sur cette interface-là. C'est essayer de se simplifier la vie, toujours en ayant en tête, il faudra la facture. Donc concrètement, si on s'organise pas pour la fournir, c'est toujours beaucoup plus compliqué de la récupérer après coup. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Je comprends. Alors justement, une fois que ce client il est discipliné, il est organisé, il a sa facture, vous avez la facture, c'est quoi la suite? Eh ben, la suite, c'est que nous, évidemment, il faut nous laisser un petit peu de temps pour travailler, n'est-ce pas? Pour mettre en forme tout ça. Et donc l'idée, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est d'accompagner le chef d'entreprise, notamment à l'aide de support que tu évoquais tout à l'heure, qui est le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quelque chose qu'on va pouvoir fournir selon une certaine cadence. Il y a des clients pour qui ça peut avoir un sens de le donner mensuellement. C'est une cadence qui est quand même assez rythmée et du coup, c'est pas forcément énormément de clients qui vont avoir besoin de cette cadence mensuelle. Après, souvent, on est sur une cadence trimestrielle parce que ça, c'est le bon format pour se poser, prendre un petit peu de recul avec le client. Voilà. Et de temps en temps, plus rarement, une cadence semestrielle avec des gens qui ont un petit peu moins de besoin d'analyse. Donc l'idée du tableau de bord, c'est qu'on va pouvoir sortir, grâce à une comptabilité qui est organisée, des chiffres. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette vision. Même si on sort un tableau de bord trimestriel, on va avoir une vision mensuelle des choses. Et donc, ça permet vraiment de voir l'évolution du chiffre d'affaires. Alors, quand on peut de la marge, là, c'est toujours plus compliqué parce qu'une évolution de marge signifie avoir un stock. C'est pas toujours possible d'avoir un stock et encore moins au trimestre parce que c'est toujours quelque chose d'assez fastidieux pour les entreprises d'arriver à réaliser ce type d'état. Alors après, quand il n'y a pas de notion de stock, quand on est sur de la prestation de service ou des choses comme ça, là, il y a pas de sujet à ce niveau-là. Il peut y avoir quand même des sujets de décalage. Ça, c'est des fois des choses qui sont compliquées à gérer dans les tableaux de bord où, par exemple, on va facturer le client, mais en réalité, on a des prestataires qui vont intervenir sur cette facturation et il peut y avoir des décalages dans le temps. Donc, il y a plein de petites choses. Une fois qu'on a transmis toute l'information, nous, on a vraiment un travail de lissage de la comptabilité au mensuel de façon à pouvoir être certain de la
performance qu'on affiche en fait. Donc ça, c'est vraiment un échange avec le client et le cabinet comptable pour bien faire comprendre les problématiques de l'entreprise et du coup être sûr que quand on sort des chiffres, ce sont des chiffres qui soient probants. Et du coup, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que alors, moi, je sors toujours évidemment ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Ça, c'est une présentation du compte de résultat qui est fait d'une certaine façon, qui est normée et qui permet d'avoir une logique pour partir du chiffre d'affaires et aller jusqu'au résultat. Donc ça, c'est soldes intermédiaires de gestion. Pour moi, c'est important parce que c'est le reflet mensuel du résultat qu'on va finalement sortir à la fin de l'année. Et quelque part, quoi qu'on en dise, c'est le cabinet comptable qui donne le glas du résultat et de la rentabilité de l'entreprise et qui sera communiqué aux banques, qui sera communiqué aux divers partenaires. Donc, il faut avoir déjà cette notion de son résultat au fil de l'eau, au maximum, le plus proche possible. Quand je disais tout à l'heure la marge, pour certains clients, je suis obligée de partir sur la marge de l'année d'avant parce que j'ai pas forcément l'information. Mais donc, je sensibilise le client sur le fait que dans son tableau de bord, tout est au réel, même les congés payés, on les fait au réel parce qu'il y a des variations. Par exemple, au mois d'août, l'entreprise est fermée, on a moins de chiffre d'affaires, mais en réalité, les salariés ont utilisé leurs congés. Donc finalement, le résultat du mois d'août n'est pas si catastrophique que ça. Alors on parle de résultats et on parle pas de trésorerie. Et ça, c'est toujours la petite nuance qu'il faut arriver à comprendre. C'est la différence entre le résultat et la trésorerie. Ça, on va en parler un petit peu après parce que je voudrais d'abord quand même dire que dans ces tableaux de bord de gestion, donc de résultats, on peut mettre en place des suivis d'indicateurs extra-comptables parce que on peut être curieux quand on est en cabinet comptable et avoir envie d'aller plus loin dans l'accompagnement. Par exemple, moi j'ai une spécialité sur des clients carrossiers pour lesquels on a développé des tableaux de bord vraiment détaillés où tous les mois on analyse la marge main-d'œuvre, la marge pièce, la marge ingrédients peinture, la proportion de chiffre d'affaires entre la main-d'œuvre, les pièces et les ingrédients, parce que la proportion, elle a forcément un lien sur la performance et la marge. Quand on vend plus de pièces sur lesquelles on a moins de marge, peut-être que ça va avoir un impact. Alors est-ce que finalement c'est bien de remplacer les pièces ou est-ce qu'il vaudrait mieux les réparer? Vous voyez, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Après, on analyse aussi, par exemple, de façon extra-comptable, le client nous communique les heures vendues et les heures achetées. Donc ça, on l'a pour l'entreprise dans son ensemble. Et ensuite, on l'a par collège pour les mécaniciens, pour les peintres, pour les carrossiers. Et donc ça nous permet de sortir des ratios de productivité. Et en plus, il y a des standards dans la profession. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer comment le client se positionne par rapport à ces standards. Après, par exemple, on peut aussi analyser, le nombre de véhicules de prêt dans une carrosserie. Est-ce que quel chiffre d'affaires je fais par véhicule de prêt? Ça, c'est des choses vraiment extra-comptables, mais qui peuvent permettre de mieux comprendre la performance. Et c'est ça, ouais. Et surtout pour le dirigeant de faciliter sa prise de décision, hein, en fonction de ce que tu vas lui ressortir. Tout à fait. Par exemple, pour le restaurateur, ça peut être le panier moyen, le nombre de couverts. Enfin, on peut imaginer de décliner par typologie d'activité des indicateurs qui vont permettre de mieux comprendre. Quand je disais tout à l'heure le résultat, ok, on a sorti le résultat, c'est bien. Ça permet de se dire est-ce qu'on est performant, est-ce que ça va, est-ce que la santé financière est bonne. Mais après, si on veut creuser, là, on n'est pas bon. Pourquoi? On essaye d'aller un petit peu plus dans le détail pour essayer de comprendre. Par exemple, évolution de la masse salariale. On peut faire un focus particulier là-dessus. J'ai un client, l'autre jour, je lui sors son tableau de bord, il me dit je comprends pas du tout l'évolution de la masse salariale entre les 2 années. Donc là, on est allé dans notre logiciel de paye, on a sorti les salaires de la période, on était à fin mai, donc de janvier à mai de cette année, de janvier à mai de l'année d'avant. Et donc là, il a pu voir en fait que son effectif avait bougé, qu'il avait fait des augmentations de salaire et peut-être qu'il n'avait pas eu idée que ça allait avoir autant d'impact sur le coût de la masse salariale. Et c'est ça. Est-ce que tu as des clients qui, avant que toi tu leur donnes en fait justement ces chiffres, qu'ils se disent oui, je pense que ce sera bon, on a des bonnes indications, mais en fait ils le pensent comme ça parce que en fait c'est l'ADN du dirigeant qui a une sensibilité sur son entreprise et qui dit on aura des chiffres corrects. Mais quand toi t'arrives avec ton tableau, ils se disent ah merde, j'aurais pas pensé ça en fait.
Alors, en général, ils me le disent pas à moi avant, c'est-à-dire qu'on en parle pendant le rendez-vous et ils ont pas forcément en tête, voilà, toutes les variables. Et j'ai reçu récemment un client qui a fait une super année l'année dernière et il a pris, en fait, il y a eu des décisions stratégiques il avait plusieurs activités au sein de son entreprise. On a séparé une activité qui était pas très performante dans une structure à part parce qu'il voulait justement l'isoler, prendre un nouveau local, voir si cette structure allait être plus performante. Et du coup, ça permettait aussi d'isoler dans la structure préexistante vraiment les deux activités les plus performantes. Et on sort un tableau de bord sur cette nouvelle année. Il se trouve que l'activité qui était pas super en forme sort une bonne rentabilité sur la période. Et les deux activités qui étaient plus performantes ont été moins performantes. Et donc là, il me dit, Raphaël, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on est allé, parce qu'en plus c'était compliqué, parce qu'avant on avait les 3 activités dans une seule entreprise. Là, c'était séparé. Donc heureusement, on faisait ce qu'on appelle de la comptabilité analytique. Donc on sortait quand même la performance de chaque activité, et ça nous a permis de lui expliquer ce qui s'était passé, avec justement encore une fois une forte augmentation de la masse salariale, une diminution de la marge, certains frais généraux, par exemple d'entretien, qui avaient explosé. Et donc on a pu comprendre ce qui s'était passé, et ça lui a donné des objectifs pour voir comment améliorer les choses sur la deuxième partie de l'année. Ajuster les charges, ajuster les frais, les charges variables, les charges fixes. D'ailleurs, moi, dans tous mes tableaux de bord, j'intègre un tableau que je calcule de seuil de rentabilité. Donc ça, c'est le seuil de rentabilité, c'est pour faire 0 de résultat. Mais surtout, je mets un chiffre d'affaires d'objectif de rentabilité. C'est-à-dire, je vois avec le client qu'est-ce qu'il est capable de faire en termes de résultats. Est-ce que je suis capable de faire 6, 10%, 5% de mon chiffre d'affaires. De plus l'année prochaine, c'est ça? Oui, alors je regarde un petit peu déjà ce qui a pu être fait dans le passé, parce que si on se dit je fais un objectif de chiffre d'affaires avec une rentabilité à 15% pour un vendeur de véhicules qui a des marges toutes petites et qui du coup va peut-être faire 2%, ça sert absolument à rien de lui donner cet objectif-là. C'est-à-dire d'essayer de trouver un taux de rentabilité, donc le résultat sur le chiffre d'affaires, qui soit adapté à ce qu'il est possible de faire dans l'entreprise. Donc ça, c'est assez variable, mais par contre, ça va donner un objectif. Et donc là, pour le client dont je parle, du coup, on a donné un objectif de chiffre d'affaires par activité, donc pour les 2 activités restant sur la société préexistante, et un objectif de chiffre d'affaires pour l'activité dans la nouvelle structure. Et après, du coup, je lui ai fait un consolidé de tout ça pour qu'ils se disent, voilà, mon chiffre d'affaires, il faut que ça soit au cumulé ça, mais par activité, c'est ça, ça, ça. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui va pouvoir communiquer au sein de ses équipes, que les commerciaux vont pouvoir suivre, et c'est vraiment intéressant pour eux parce que ça donne une dynamique en fait. Et la vision, quand je disais on va revenir sur la notion de trésorerie, en fait, de plus en plus, on a des trésoreries qui sont tendues avec des délais de règlement qui s'étirent. Et si je reprends l'exemple de ce client, il me dit Raphaël, j'ai ma trésorerie qui a dégringolé, j'aimerais comprendre pourquoi. Alors ça, c'est des choses que le passage du résultat à la trésorerie, moi, c'est des choses que j'explique systématiquement quand je présente les bilans de mes clients. Mais je me rends compte de plus en plus qu'il faut aussi que je fasse cette gymnastique dans le tableau de bord, parce que parfois le rendez-vous sur ces équilibres financiers, en gros c'est le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie, c'est des choses que j'abordais beaucoup donc pendant le bilan, mais c'est pas suffisant. Et donc là en fait ce que j'ai rajouté dans mon tableau de bord, c'est déjà des notions de voir quel a été l'auto-investissement, qu'est-ce qu'il y a eu comme investissement, acquisition d'investissement. Donc, je rappelle, les investissements, c'est quand on achète des éléments de plus de 500 € hors taxe qu'on va, nous, après, derrière, lisser sur un certain nombre d'années et faire ce qu'on appelle des amortissements. Donc, en gros, je lui ai calculé ce qu'on appelle sa capacité d'autofinancement. Donc, j'ai mon résultat. Je rajoute mes amortissements. Qu'est-ce que j'ai vraiment généré comme trésorerie? Est-ce que j'ai eu des investissements? Est-ce que j'ai remboursé la part capitale de mon prêt? C'est tout plein d'éléments qui sont plus du tout dans le résultat, mais qui permettent de mieux comprendre la trésorerie. Est-ce que j'ai mes délais clients qui se sont étirés? Est-ce que j'ai payé trop vite mes fournisseurs? Et du coup, avant, je suis commerçant, j'étais dans une situation de ce qu'on appelle un excédent en fonds de roulement. C'est-à-dire finalement, j'avais plus de dettes que ce qu'on me devait. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation de besoin en fonds de roulement. Et c'est pour ça que ma trésorerie est tendue. Et donc ça, c'est plein de termes avec lesquels le chef d'entreprise, il faut qu'il se les approprie
Et donc moi, j'essaye toujours de façon assez pédagogue de leur expliquer les grandes masses et pour qu'ils se disent ah oui, ok. Donc en fait, j'ai là-haut le fonds de roulement, ça c'est tout ce qui est durable dans mon entreprise, mes investissements, les prêts que je rembourse. Est-ce que mes associés est-ce qu'il y a eu des apports en capital, ces choses-là. Est-ce que tout ça, est-ce que j'ai fait du résultat? Est-ce que tout ça, le fonds de roulement est stable et donc ça me permet de pallier à un éventuel besoin en fonds de roulement parce que j'ai trop de stock, j'ai trop de dettes de créances clients, ce genre de choses. Et donc c'est des choses qu'on va analyser un petit peu plus au quotidien et du coup là par exemple le client me dit allez je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire sur mon poste client. Est-ce que je vais mettre en place de la facturage? Je vais essayer de mettre mes traites à l'escompte. On va peut-être essayer de laisser plus de temps à la secrétaire pour la relance client, qu'elle ait des plages horaires où elle peut faire vraiment que ça. Je vais peut-être mettre un cabinet de recouvrement. À partir d'un certain moment, le client m'a pas payé, ça passe 45, 60, 90 jours. Faut que j'arrête de laisser traîner parce qu'en fait, moi, je crois que je suis performant, je fais du chiffre d'affaires, super, mais en fait, il est pas sur mon compte en banque. Ouais, en fait, le fait que toi, tu interviennes de cette manière-là va permettre aux dirigeants, en fait, d'anticiper. On va dire, entre guillemets, si on a des chiffres qui sont pas bons, en fait, on a cette information assez rapidement. Et donc, on peut prendre des mesures pour anticiper d'aller droit dans le mur. Et donc, qui permet, in fine, en fait, de pérenniser mieux ta boîte. En fait, c'est ça le but de l'expert comptable. On est bien d'accord. L'objectif, c'est vraiment de faire progresser l'entreprise, de l'aider à avoir une stabilité, une dynamique, d'aller vers de l'évolution, tout en mesurant les choses. Je prends l'exemple de la trésorerie encore. J'ai un client artisan. On lui sort son bilan et en fait, on s'aperçoit qu'il a autofinancé un camion pour 20 000 euros. Il était dans sa première année, il avait de la trésor, il était content. Sauf qu'en réalité, il avait fait du résultat, donc il avait de l'impôt sur les sociétés à payer. En ayant payé ses 20 000 euros pour son camion, en les sortant directement, sans faire un financement, en fait, il a mis sa trésorerie complètement à mal. Il était plus en mesure de payer son impôt sur les sociétés. Tiens, ça, c'est un bel exemple. Je vais juste rebondir sur ça. Quel est le conseil que tu peux donner? Est-ce que ce dirigeant aurait dû appeler son expert comptable en disant « J'envisage d'acheter un camion à 20 000 euros. Qu'est-ce que je dois faire ?» Quand on est sur le point de prendre une décision importante, il faut prendre conseil avec le cabinet comptable. Après, honnêtement, là, je pense qu'il y a une grosse partie de nos clients qui le font. Mais quand c'est fait en amont, et nous, on peut plus rien faire. Et concrètement, ce monsieur, il a pas compris. Il s'est dit, j'ai de la trésorerie, c'est bon. Donc c'est aussi de l'éducation qu'il faut qu'on fasse. Et il faut vraiment pas hésiter quand on a des questions sur des investissements, sur comment investir. Est-ce que j'investis en financement, en crédit bail, en location? Comment je fais? Est-ce que j'autofinance parce que finalement j'ai eu un super résultat l'année dernière? Alors moi personnellement, je conseille très rarement d'autofinancer parce que même si on a fait un super résultat et qu'on a de la trésor, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et justement, quand on a un super résultat et de la trésor, les banquiers prêtent. Donc, et puis, quand on autofinance, finalement, on fait quand même, il y a une distorsion entre l'impact sur le résultat et l'impact sur la trésorerie. Puisque sur le résultat, on va amortir sur un certain nombre d'années. Alors que quand on autofinance, on sort le cash tout de suite. Et le prêt ou la location ou le crédit bail vont permettre de mieux synchroniser l'impact résultat et trésorerie, en fait. Donc oui, il faut avoir le réflexe de contacter son cabinet comptable pour vérifier, ne serait-ce que ça peut être un petit mail. Moi, par exemple, je préfère les mails que les textos, que j'ai plus de facilité à gérer les mails. Mais si on a une petite question, on fait un mail, on prend son téléphone, on appelle. Enfin voilà, on a des humains en face de soi et on est là. Moi, de mon point de vue, on est là pour ça, quoi. Tu vois, ça me fait penser à, dans l'agence, on a pas un podcast, mais une web-série qui s'appelle Appelle ton expert comptable avec des petites vidéos en motion design. Et ça me fait penser peut-être à faire une petite vidéo sur ça. Appelle ton expert comptable pour un besoin en voiture, en véhicule, comment tu dois gérer, etc. Location, crédit bail, etc. Ça peut être hyper intéressant. Ouais, intéressant. Je note ça. Ce que j'espère en tout cas, c'est que ça aura un petit peu transformé pour vous l'image de l'expert comptable, qu'on soit plus dans c'est un producteur de documents fiscaux versus non, on est des conseillers au sens large, vision à 360. Quand je disais tout à l'heure, par exemple, le côté patrimonial. Moi, il y a beaucoup de clients que j'accompagne aussi sur cette partie-là parce que le chef d'entreprise, il va assez naturellement vouloir acheter le bien immobilier dans lequel il exerce son activité. Du coup, comment il achète? Avec quelle structure juridique? Est-ce que quelque part, il y a une notion peut-être d'anticipation de la transmission avec les enfants? Est-ce que du coup, on va mettre en place peut-être ce qu'on appelle du démembrement?
Alors, c'est des choses qu'on va faire main dans la main avec les avocats, les notaires, hein. Mais je pense qu'on a cette vision large qui peut nous permettre d'aiguiller un petit peu les choses et de permettre aux dirigeants de vraiment être bien entourés à court terme et à long terme pour faire des choses cohérentes, quoi. C'est clair, l'expert comptable, le tiers de confiance, ouais. Je te rejoins sur ça. Et si tu aurais un mot de la fin, ça serait lequel ? J'encourage vraiment les clients à voir leur expert comptable comme un partenaire stratégique et à s'impliquer activement dans la gestion financière de leur entreprise en mettant en place la bonne organisation de façon à avoir une information financière intéressante à étudier pour développer leur entreprise. Donc si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais qu'au premièrement, l'expert comptable aide à la stratégie et au développement financier de l'entreprise. Deuxièmement, que l'organisation et la communication, comme tu l'as bien expliqué, Raphaël, avec son expert comptable est indispensable. Troisièmement, les outils numériques améliorent efficacement la comptabilité. Quatrième point, les indicateurs de gestion éclairent les prises de décision et la prise de décision de manière générale. Et puis dernier point, la gestion proactive des flux de trésorerie assure la pérennité de nos entreprises. Merci beaucoup Raphaël, à très bientôt. Mais avec plaisir, à bientôt. Bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Sarah Potier, une nouvelle expert comptable. Elle nous donnera ses conseils sur le rôle et l'accompagnement de l'expert comptable sur les étapes de création et de reprise d'entreprise. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.